Bonjour à tous. Donc, la question qui m'a été posée pour préparer cette keynote, ça va à ce sujet, la banque et l'assurance de demain. Donc, la question est très ouverte. Juste deux mots pour dire qui on est à Exton. On est un conseil en stratégie et management spécialisé dans le service financier, 150 consultants à Paris, Casablanca, Milan et Munich. Et nous travaillons sur l'ensemble des problématiques de la banque et de l'assurance pour quasiment tous les acteurs de la place, ce qui nous permet d'avoir une vision assez globale. Je suis associé et en charge des fintech et l'innovation au sein de ce cabinet. On accompagne le Swave, qui est le premier accélérateur fintech en France avec 40 fintech accélérés. Et on participe à Finance Innovation, à d'autres événements, une Insurtech This Week dans quelques semaines. Donc c'est à ce titre que je vais essayer de vous donner quelques insights sur nos convictions et notre vision de la transformation de la banque et de l'assurance, qui est toujours une matière en mouvement et qui est en train de s'accélérer. Donc vous verrez sur la page, j'ai mis deux grosses bulles. En fait, les banquiers et les assureurs sont aujourd'hui plutôt des gros acteurs, plus concentrés sur la banque que sur l'assurance, où il y a encore une profession d'acteurs qui devrait encore s'agglomérer. Mais la question, c'est qu'effectivement, le digital est en train d'arriver partout dans la société, dans tous les sous-jacents, que ce soit la voiture autonome, la santé, le luxe. Donc, il n'y a pas un secteur qui échappe à ça. Et donc, forcément, les banquiers et assureurs doivent se transformer. Mais il y a toujours le dilemme de se dire comment je dois répondre à ces nouveaux enjeux de proposition de valeur, créer de nouveaux modèles qui n'ont pas toujours la maturité suffisante, qui n'ont pas toujours la rentabilité, le ROI à 2 ou 3 ans, versus optimiser mon legacy qui aujourd'hui assure 95% de mon chiffre d'affaires, occupe 95% de mes effectifs, et comment j'alloue mes moyens. Donc c'est vrai qu'on a deux gros enjeux. C'est déjà arriver à optimiser l'existant, c'est-à-dire les réseaux de distribution, la gestion des contrats, les back-office. Aujourd'hui, il y a beaucoup de robotisation, les RegTech qui viennent pour aider à la conformité. On parle d'APIisation, ouvrir les systèmes vers l'extérieur. Donc oui, il y a des grands enjeux, mais ça, quelque part, on est surtout sur de l'efficience pour faire mieux marcher la machine. Après, il y a la question de se dire comment, banquier et assureur, on va aller accompagner les nouveaux secteurs. On voit l'économie collaborative se développer, on voit que les frontières entre les modèles s'ouvrent, et il faut être capable de s'ouvrir et de coopérer. Et nous, on suit le phénomène FinTech depuis 5 ans et on voit sa croissance, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, c'est très difficile pour une start-up de collaborer avec des groupes de cette taille-là quand on avait 5 UTP, 10, 20, on est petit, on est rien. Et finalement, il y a aujourd'hui une ouverture non seulement des directions d'innovation des banquiers et des assureurs, mais aussi des patrons business qui ont bien compris qu'il fallait être agile et rapide, parce qu'il y a de plus en plus d'ouverture des modèles, de partenariat. Je crois que vous allez avoir ces questions. Est-ce que je suis capable de faire de l'open banking, l'open insurance? Est-ce que je peux mettre en place sur un appel d'offres, un partenaire qui me contacte, quelque chose assez rapidement? Il faut de l'agilité. Or, aujourd'hui, on a effectivement le gros des effectifs qui est là pour faire marcher la machine, l'IT qui est là pour sécuriser le legacy, qui apporte la stabilité, et puis bien sûr des contraintes réglementaires à gérer. Donc là, il y a cette dualité à gérer qui n'est pas forcément évidente et qui nécessite un sponsoring très fort des COMEX et des directions générales pour dire oui, on y croit, on est prêt à investir sur 5 à 10 ans sur une diversification d'activités pour soutenir un modèle. Là, dans la presse récemment, on disait que Amazon perdait de l'argent durant 25 ans, et aujourd'hui c'est imposé, donc il faut être capable de soutenir un modèle de transformation dans la durée. Alors on parle des banques digitales, est-ce que les néobanques vont prendre la place des acteurs traditionnels? Peut-être pas, parce que finalement on voit bien que les banques traditionnelles, elles aussi, se transforment. Néanmoins, on voit une accélération très forte en fait des néobanques, aussi des anciennes banques directes de type Boursorama. Sur une année entre 2017 et 2018, on est passé de 4,4 millions de comptes courants ouverts dans ces banques digitales ou néobanques versus 6 millions fin 2018. Et c'est en train de s'accélérer. Donc ça veut dire que ça répond à une attente des clients
qui veulent de l'immédiateté. Enfin, aujourd'hui, quand on voyage avec Air France, quand on utilise voilà, de l'entertainment, tout ça, c'est très simple, très facile à activer. Et la banque et l'assurance, c'est compliqué. Il y a de plus en plus de papiers, beaucoup de petites lignes, des choses à décoder. Donc l'expérience proposée par ces banques digitales séduit les clients. Il y a toujours cette question de ce PNB qui est donc, ce valeur ajoutée par client qui est encore assez faible, mais ça répond à un besoin du marché. Donc le tableau n'est pas négatif. Il y aura, je pense, quelques acteurs qui vont s'imposer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on parle de Revolut ou N26, ce n'est pas des acteurs franco-français, c'est des gens qui cherchent l'échelle européenne. Et je pense que les start-upers qui sont présents, tout le monde cherche finalement aujourd'hui, au-delà de la France, à aller sur une taille européenne, parce que les problématiques sont très similaires selon les pays. Il y a pas pour un petit peu regarder selon différents pays, on retrouve les mêmes sujets. Voilà. Donc on peut effectivement, une fois qu'on a créé une valeur ajoutée sur ce marché, aller la proposer ailleurs. Donc, il y a toujours la question effectivement de comment j'articule mes réseaux avec ces modèles digitaux. Déjà aujourd'hui, les réseaux de distribution de la banque ou de l'assurance sont multicanaux. Un tiers des contacts est en face à face, mais 2 tiers sont déjà par email ou par téléphone. Donc la banque et l'assurance a évolué. Il y a la question d'apporter de la fluidité dans l'expérience client. Et donc là, il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est parfois un peu pénible de prendre rendez-vous, d'avoir les contacts. Mais on sent qu'on va vers ça, on va vers des canaux très ouverts et vers des consommateurs qui sont de plus en plus à l'aise pour les consommer. La rupture digitale entre les millennials et même les seniors, elle est de moins en moins vraie, un petit peu pour les médias sociaux, mais pour le reste non. Les seniors sont très actifs et très consommateurs, hein. C'est-à-dire par exemple quand on regarde en épargne, ceux qui font vraiment des transactions financières par Internet, c'est plutôt des seniors et pas des jeunes. Les jeunes regardent beaucoup, et le côté transactionnel est plutôt fait par les seniors. Dans les enjeux de la banque et de l'assurance de demain, il y a la question de la finance durable. Aujourd'hui, là, on a toujours la question de la crise des taux, il y a la question de l'écrasement des marges sur différents... de la banque et de l'assurance, du crédit, de l'assurance vie et autres. Et donc, il y a une question de se dire, finalement, comment la finance peut aider à la transformation du monde, parce que quelque part, la finance et l'assurance sont des aides pour l'économie réelle et doivent accompagner ces mutations. Donc on parle de finance durable, on parle de créer des fonds de degrés, réchauffement de la planète de degrés, pas 4 degrés. Et donc là aussi, les gérants, les asset managers ont des responsabilités pour proposer de nouveaux poches d'investissement et réallouer quelque part toute cette masse monétaire vers des choses qui sont bonnes pour la planète. Il y a la question, bien sûr, des financements éthiques. Il y a de plus en plus d'acteurs qui excluent certaines industries polluantes ou pas bonnes pour la santé, pour la durabilité. D'autant plus qu'en France, on a quand même un secteur où les mutualistes, que ce soit en banque ou en assurance, pèsent beaucoup. Et la question de l'éthique et du sens revient fortement, y compris pour les clients qui cherchent aussi, au-delà d'acheter un support financier, une histoire, du sens. À quoi sert mon investissement? On voit aussi les communications des banques mutualistes sur je finance mes territoires, la proximité. Donc là aussi, il y a des enjeux qui sont posés pour demain et les fintechs peuvent y contribuer. Donc ça, c'est un peu ma marotte, c'est le conseiller augmenté, parce que face à un monde qui est plus complexe, qui est hyper réglementé, à des banquiers, on leur demande de proposer 200 produits, avec parfois un bac+3, et des gens plutôt jeunes, ou des assureurs qui aussi ont une gamme de produits très large. Il y a la question de l'apport de valeur. Les clients sont relativement autonomes, peuvent poser des questions sur Internet. Donc, quand je vais voir mon banquier, est-ce qu'il me propose de la valeur ajoutée pour proposer une allocation de fonds, pour m'aider à faire mes projets, mon épargne? Donc, vous voyez qu'il y a l'émergence des robots advisors pour l'épargne, et ces robots advisors sont en train de se développer, d'être déployés à grande échelle dans les réseaux, donc que ce soit la BNP, BPCE Natixis, dans des réseaux de CGP.
Et donc ça vient soutenir le conseiller. C'est pas un digital qu'on oppose au conseiller, c'est de venir l'aider, être plus pertinent. Il y a aussi toute la question qu'on appelle des chatbots ou de l'intelligence artificielle, qui est là en soutien, puisque effectivement les bases de connaissances des banquiers assureurs sont très, très épaisses. Et il y a aussi la question d'exploiter en temps réel la data. Quand je vous appelle, quand je viens vous voir, j'aimerais bien qu'on personnalise ma relation, qu'on me parle finalement des opportunités de couverture de ma famille et autres. Et là, l'intelligence artificielle et le conseil augmenté peuvent aider. Et pour moi, il y a un enjeu formidable de transformation, aussi bien pour les réseaux de distribution que pour les centres d'appel ou les équipes en back-office. Et donc des gisements d'efficacité. Et donc là, effectivement, le digital peut aider également. L'IoT. Donc l'IoT, on en parle depuis assez longtemps, mais c'est en train de rentrer dans notre vie quotidienne. Et cet IoT, il va se mettre partout, donc effectivement dans les logements connectés, la Smart City, la voiture qui est déjà connectée, qui vous apporte plus de sécurité communicante. Demain, peut-être la voiture autonome. Les usines vont être connectées aussi, les fermes. J'ai pu discuter avec le Crédit Agricole ou Groupama, où vous voyez que finalement, même les agriculteurs utilisent beaucoup de drones, de capteurs, pilotent finalement leur rendement par cette IoT. Également pour les individus, la santé, puisque monitorer le risque santé, maîtriser les dépenses de santé est un enjeu. Et donc, il y a un enjeu pour moi, pour les banquiers assureurs, de bien comprendre ce qu'on peut tirer comme valeur de l'IoT, comment on peut l'intégrer dans l'expérience client, comment on peut l'intégrer dans les modèles et proposer de la valeur ajoutée. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en transformation et qui va s'accélérer pour moi très fortement dans les 5 à 10 ans qui viennent et sur lesquels il faut commencer à prendre position dans les modèles. Donc bien sûr, ça c'est un peu impensif, mais derrière tout ça, derrière le digital, derrière l'IoT, on va être énormément nourri en data, ce qui permet de personnaliser, ce qui permet d'aller tirer de nouvelles propositions de valeur. Donc là aussi, c'est une opportunité de créativité, même si RGPD peut mettre quelques freins par rapport à d'autres pays qui ont moins de barrières réglementaires. Voilà. Une logique aussi d'écosystème, c'est-à-dire que j'évoquais, aujourd'hui, le client, il ne s'intéresse pas forcément au banquier ou à l'assureur. Ce qui l'intéresse, c'est comment il se déplace, comment il protège, il finance ses biens, comment il protège sa famille, c'est quoi sa vie numérique. Et donc aujourd'hui, vous avez peut-être remarqué que certains acteurs s'organisent dans les banquiers assureurs par tribu, par écosystème. Je crée une tribu autour de la mobilité et je réfléchis comment je peux traiter cette problématique de bout en bout. C'est pas uniquement assurer la voiture, la financer, c'est aussi les questions de location, d'associer de nouveaux objets et d'être beaucoup plus centré sur le client. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'ouverture des modèles, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de questions où, par exemple, un leaser nous dit moi je faisais du leasing de véhicules, maintenant je veux aussi l'assurer, je veux apporter du service, je veux donner une expérience client, avant j'étais un peu en B2B, je veux aller en B2C. Et donc voilà, pour moi il y a un enjeu, ce qui est une opportunité de coopération entre les acteurs du marché et bien sûr avec des startups innovantes ou des fintechs. Puis pour finir, il y a une question c'est un petit peu la mode, quelle est ma raison d'être? Donc là, il y a l'ikigai marketing, c'est un peu repenser. Quelque part, ces marques, elles sont centenaires, certaines ont plus ou moins de valeur. Il y a la question de qu'est-ce qu'on apporte au marché quand on est banquier ou assureur. La Maïf l'a très bien fait avec son ADN d'assureur militant, avec une cohérence d'ensemble qui se vit aussi dans l'expérience client, dans l'expérience collaborateur. Et je pense que là, il y a aussi un challenge pour les acteurs du marché à bien se reposer la question, qu'est-ce que j'apporte au marché, au-delà d'être un conglomérat financier, d'accord ? Quelle est ma valeur auprès de mes clients ? Quel est le sens ? Et c'est vraiment cette quête de sens qui est posée, puisqu'on voit bien qu'on arrive aussi au bout des modèles traditionnels et qu'on va vers de nouveaux modèles. Et donc là, il faut arriver à accompagner ces transitions. Voilà, je suis à votre disposition pour discuter et échanger, mais voilà, quelques traits. Donc vous allez avoir derrière des tables rondes sur l'open banking, sur le paiement. On va mettre que toutes les choses s'ouvrent. Le dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est également ce que j'appelle l'hyper-retailisation, c'est-à-dire que pour moi,
tout acteur qui a une base client, aujourd'hui, a intérêt à la rentabiliser en y greffant des produits de banque et d'assurance. C'est assez facile. Et donc, on parle de l'arrivée d'Amazon, on parle de... quand je suis Fnac ou Decathlon, est-ce que je peux aussi proposer des choses pour mes clients autour de ça? Plutôt oui. Et donc, ça veut dire qu'on est demain amené à travailler avec une myriade d'acteurs et être capable de mettre en place ces modèles agiles, connectables très facilement. Donc, vous avez parlé de marketplace, d'open banking, d'API. Tout ça est censé aider dans les années à venir. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Louis pour cette note d'introduction. Peut-être une première question. Donc, au niveau du panorama que vous avez dressé, on peut dire que c'est un panorama qui n'est pas forcément réservé à la France, puisque ce sont des mouvements qu'on observe dans différents pays. Aujourd'hui, si on fait quelques références à l'actualité, on peut citer notamment le livre blanc qui a été réalisé par l'association espagnole FinTech et InsurTech sur la thématique de l'InsurTech, avec la volonté justement de faire évoluer le domaine de l'assurance dans le sens des nouvelles technologies. On peut citer également les travaux qui ont été présentés très récemment par l'association FinTech bulgare. Donc on voit un différent mouvement européen sur tous ces sujets, avec non seulement des pays comme la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, mais aussi des pays d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est très engagés dans ces mouvements. Comment est-ce que vous décririez la situation de la France par rapport à ses voisins européens sur toutes ces thématiques ? C'est une bonne question. Pour moi, le marché français est plutôt dans la plaque. En fait, on n'est pas en retard. En effet, je vous rejoins, les sujets évoqués, quand on se balade un peu à l'étranger, on entend les mêmes choses. On a à peu près les mêmes problématiques, même si le cadre réglementaire est différent, même si les modèles sont plus ou moins matures. On retrouve ces sujets de santé connectée, de paiement... Donc les sujets sont les mêmes. Après, les écosystèmes en termes de fintech sont très développés dans les pays scandinaves, vous le savez, en UK, en Allemagne, en France aussi. Et donc il y a une compétition un peu quand même là-dedans de l'écosystème. Et après, c'est un peu chaque pays selon son poids dans la finance. Et un peu là, je dirais que les pays d'Europe du Sud ou d'Europe de l'Est sont un peu en retard, mais néanmoins, il y a des pépites qu'on peut trouver aussi là-bas. Et puis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces startups, elles visent à s'internationaliser assez rapidement. Elles sont digitales. Et quelque part, quand on regarde des entreprises comme Shift, qui fait de la lutte anti-fraude, aujourd'hui, ils ont des clients dans quasiment une centaine de pays. Donc ça veut dire qu'en fait, des fintechs peuvent vite s'exporter, apprendre d'un marché, apporter de la valeur sur notre marché et quelque part avoir un regard plus large que des acteurs qui sont pas toujours, en France en tout cas, très européens ou très internationaux. Et donc ça peut aussi venir apporter de la valeur aux acteurs locaux, aux acteurs du marché français. Et une deuxième question à vocation de recontextualisation. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit sur la première question, on observe donc un mouvement général vers les innovations. Ça suscite quand même encore aujourd'hui quelques interrogations en termes de sécurité et aussi en termes d'appétence des clients. Donc quels sont les enjeux que vous pointez aujourd'hui sur ces sujets-là et quelles seraient les solutions qui pourraient être proposées par les entités financières pour accompagner les clients vers cette nouvelle donne digitale ? Alors, je pense que aujourd'hui, effectivement, le business est à 80% dans les points de vente et dans les canaux traditionnels. Néanmoins, pour moi, les clients ont intégré ces codes digitaux. Il n'y a pas vraiment à part les très grands seniors, mais voilà, il n'y a pas trop de freins. Donc la question, c'est plutôt... En fait, le digital, pour moi, c'est un peu à inclure dans l'expérience client et surtout à pas forcément le rendre visible. Il faut que ce soit, comme dire, seamless, que ce soit omnicanal, que lorsque je commence mon parcours par téléphone, par mobile, par point de vente, j'arrive à retrouver ma demande, le suivi de ma demande, que je ne perds pas d'informations, que je ne perds pas de mon temps. Aujourd'hui, moi aussi en tant qu'usager des produits de banque et d'assurance, je trouve que il y a un problème de réactivité du secteur. Beaucoup de papier, beaucoup de temps perdu, d'inefficacité. Et aujourd'hui, effectivement, les clients sont impatients, donc ils sont plutôt preneurs de solutions très intégrées, très, très fluides. Et c'est là où on a un enjeu, c'est de stopper ces ruptures et apporter une expérience aussi fluide qu'on peut trouver
sur Internet chez les GAFA, par exemple. Merci. Est-ce que vous avez quelques questions ou remarques? Oui, monsieur? Donc pour les participants qui n'auraient pas entendu la question, il s'agit d'une interrogation sur la thématique de la blockchain, donc comment ça va évoluer au niveau français. C'est une très bonne question parce que je pense que tout le monde n'a pas encore la réponse. Vous savez qu'il y a eu des consortiums de places en fait entre les banquiers, les assureurs, la Caisse des dépôts et consignations pour regarder ce qu'on peut faire de la blockchain. Ma conviction personnelle, c'est que la blockchain a surtout de la valeur comme tiers de confiance dans des systèmes interacteurs. Ça n'a pas tellement de valeur pour créer une API en blockchain. La sécurité, on peut en avoir aussi dans des API digitales. Donc il faut vraiment trouver la valeur ajoutée. La blockchain n'a pas un coût qui n'est pas non nul, qui peut se relever aussi important. Ce n'est pas forcément éco-friendly puisqu'il faut financer des fermes de serveurs et autres. Et la régulation est un peu compliquée et peut faire un peu peur. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve des cas d'usage multisectoriels. Il y en a parfois sur les successions, par exemple, quand je décède chez un acteur, protéger les actifs et avoir une traçabilité de ces actifs et pouvoir les donner, ou de la résiliation de contrats entre les acteurs, ou du KYC partagé en disant voilà, je stocke à l'endroit ma carte d'identité, mon passeport, mon permis, et je n'ai pas besoin de le redemander. Donc si la blockchain peut apporter ça en termes de sécurité, de traçabilité, de confiance, c'est plutôt bien. Mais je pense qu'on est un peu aujourd'hui stuck in the middle, c'est-à-dire il y a eu beaucoup d'études là-dessus, et pour l'instant on n'est pas encore, à mon avis, mais à challenger, sur des transformations majeures autour de la blockchain. Après il y a la question de tout ce qui est Bitcoin, monnaie virtuelle, où aujourd'hui c'est des débats autour du G7 ou du G20 sur la question est-ce que c'est légitime, et là le régulateur est quand même plutôt hostile, donc à voir comment ça va évoluer. Merci pour cet éclairage. Du coup, je vous propose de passer tout de suite à la table ronde sur le thème de la distribution, histoire d'entrer dans le vif du sujet après cette introduction très éclairante. Merci.